Donc, bonjour tout le monde. Je pense que là, on a fait le plein des gens dans l'auditoire et notre présentatrice est toute prête à nous entretenir. Donc, sur le sujet Vivre avec une incapacité au Québec, des faits saillants de l'étude et potentiels de l'enquête sur la participation et les limitations d'activité de 2001 à 2006. Donc, nous sommes très heureux d'accueillir Jocelyne Camiran de l'Institut de la statistique du Québec, donc qui va nous parler de l'étude qu'elle a menée sur cette enquête-là et des principaux résultats. Donc, c'est à vous. Bonjour, merci. Bonjour aux gens de Québec et de Sherbrooke. Bonjour, ça me fait plaisir. Je vous vois tout petit, mais je vous vois quand même. Alors, le but de cette présentation, c'est de vous présenter les faits saillants de l'étude qu'on a menée et de vous donner un aperçu de sa méthodologie et aussi de discuter, parce que vous êtes dans un milieu, pour plusieurs d'entre vous, je pense, dans un milieu universitaire, du potentiel pour la recherche de l'enquête que nous avons analysée. L'objectif de l'étude que nous avons menée était de décrire la situation des personnes avec incapacité au Québec en 2006. Cette étude-là a été réalisée avec les données de l'enquête la plus récente sur le sujet, c'est-à-dire l'enquête sur la participation et les limitations d'activité de 2006, appelée l'EPLA. Et donc, de décrire la situation en 2006 et d'étudier aussi l'évolution de la situation des personnes avec incapacité entre 2001 et 2006. L'étude a été publiée cette année, en novembre, c'est-à-dire en novembre 2010, et on avait publié, l'étude est assez volumineuse, on avait publié aussi une étude, l'Institut avait publié une étude aussi à partir des résultats de l'enquête de 2001. Donc, c'était un peu de reprendre cette étude et de faire une comparaison des résultats entre 2001 et de 2006 et d'approfondir aussi plusieurs thématiques. Cette étude-là a été faite à la demande de l'Office des personnes handicapées du Québec et avec sa collaboration. Parlons maintenant de l'enquête. L'enquête, c'est l'EPLA, l'enquête sur la participation et les limitations d'activité. C'est une enquête de Statistique Canada. Ce n'est pas une enquête de l'Institut de la statistique du Québec. Mais cette enquête présente un grand intérêt parce que c'est la source la plus importante de données sur la population avec incapacité au Canada. Et il y a un échantillon pour chacune des provinces. L'échantillon québécois que nous avons analysé est représentatif de la population du Québec qui vit dans les ménages privés, c'est-à-dire à domicile, ou dans les résidences non institutionnelles pour personnes âgées. On parle ici de résidences qui offrent des soins et de la surveillance de minimaux à modérés, c'est-à-dire les soins personnels de minimaux à modérés aux personnes âgées autonomes. Donc, la population vivant en institution est exclue ici. En 2006, au Québec, il y a près de 3000 personnes avec incapacité ou leurs proches qui ont répondu à l'enquête, c'est-à-dire environ 2300 personnes adultes, disons des personnes de 15 ans et plus, avec incapacité. C'est soit elles qui ont répondu ou leurs proches dans le cas de personnes qui sont incapables de répondre pour des raisons de santé. Au Canada, le taux de réponse par procuration, on appelle ça de la réponse par procuration quand quand un proche répond pour la personne visée par l'enquête. Donc, le taux de réponse par procuration était 12%, de 12% au Canada. En plus des adultes, on a de l'information sur 525 enfants de 0 à 14 ans avec incapacité. Dans le cas des enfants, c'est les parents qui répondaient au questionnaire pour eux. Les entrevues ont été faites par téléphone et le taux de réponse pour le Québec est assez bon, 79%. Les données de 2006 ont été comparées aux données de 2001. Alors, la taille de l'échantillon en 2001 est à peu près semblable, 2750 personnes avec incapacité. C'est à peu près les détails qui sont semblables. Qu'est-ce qu'une personne avec incapacité? D'une façon assez générale, on peut dire que c'est une personne qui est limitée dans ses activités
à cause de son état physique ou mental ou à cause d'un problème de santé. Ça, c'est une définition assez large. Dans l'enquête ici, on s'intéresse à des limitations qui sont d'assez longue durée, c'est-à-dire de 6 mois ou plus. Et une particularité, c'est qu'on tient compte de l'utilisation d'aides techniques dans la notion qu'on a d'incapacité. Par exemple, une personne qui a de la difficulté à voir, qui porte des lunettes, n'est pas nécessairement considérée comme une personne avec incapacité. Si avec ses lunettes, elle est capable de bien voir, elle n'est pas considérée comme une personne avec incapacité. De la même façon, une personne qui aurait des appareils auditifs et qui entend bien avec ses appareils auditifs n'est pas considérée comme une personne avec incapacité. C'est seulement si elles ont de la difficulté à voir ou à entendre, malgré l'utilisation d'aides techniques, qu'elles sont considérées comme ayant des incapacités. De façon opérationnelle, comment les personnes avec incapacité ont été repérées pour participer à l'enquête? Statistique Canada a développé une stratégie en 2 temps. Ils ont mis à profit le questionnaire long du recensement. On y reviendra plus tard. Dans le questionnaire du recensement, il y a 2 questions générales qui permettent de cibler un premier bassin de personnes qui ont probablement une incapacité. Ces questions sont: avez-vous de la difficulté à entendre, à voir, à communiquer, à marcher, à monter un escalier, à vous pencher, à prendre ou à faire d'autres activités semblables? La seconde question est: est-ce qu'un état physique ou mental ou un problème de santé réduit la quantité ou le genre d'activité que vous pouvez faire à la maison ou à l'école ou dans d'autres activités, par exemple les déplacements ou les loisirs? Donc, à partir du recensement, on a un premier bassin de personnes pour lesquelles on a eu une réponse positive à ces 2 questions-là. Et 6 mois plus tard environ, on retourne et on repose les 2 mêmes questions aux gens, et les personnes qui disent oui 6 mois plus tard sont considérées comme ayant une incapacité, ou bien si elles répondent à une vingtaine de questions très spécifiques sur l'incapacité. Donc, la stratégie en 2 temps: dans un premier temps, on a le bassin. Dans le deuxième temps, on repose les mêmes questions, plus une vingtaine de questions, et les personnes qui répondent oui à l'une ou l'autre de ces questions-là sont considérées comme ayant une incapacité. La vingtaine de questions porte sur les difficultés, on va y revenir, sur les différents types d'incapacités: vision, audition, mobilité, incapacité liée à des problèmes de santé mentale, des problèmes de mémoire, etc. On va y revenir plus tard. Un mot sur les analyses statistiques que nous avons faites à partir des données de l'enquête. Donc, les analyses ont été faites ici à Montréal au CIQSS, qui est un centre de données de recherche de Statistique Canada. Pour faire les analyses, on a utilisé les fichiers, évidemment, de 2001 et de 2006. On a utilisé le fichier de l'enquête EPLA, qui vise la population avec incapacité, mais on a aussi un deuxième fichier qu'on a utilisé, qui est un fichier qui a été tiré, un sous-échantillon, un échantillon de la population sans incapacité du recensement. Il y avait environ 12 500 personnes dans ce fichier-là, dans cet échantillon-là, et ça nous a permis de faire des comparaisons entre les personnes avec et sans incapacité à partir des questions du recensement. Donc, on traite 4 échantillons: 2001, 2006, l'échantillon avec incapacité et sans incapacité. Les analyses sont faites à partir d'estimations pondérées pour les rendre représentatives de la population du Québec. La variance est calculée avec les poids bootstrap. Et les analyses que nous avons effectuées sont principalement des analyses descriptives, surtout des tests de Q2, des comparaisons d'intervalles de confiance, et on a aussi quelques analyses avec standardisation par âge et sexe. Donc, on est vraiment dans des analyses descriptives. Le seuil était de 5%. Maintenant, les résultats.
Les résultats vont être présentés en 3 parties. La première partie, je vais vous présenter des résultats sur la prévalence de l'incapacité au Québec et son évolution. Bon, parce que l'échantillon est un échantillon représentatif, ça nous permet de connaître la prévalence de l'incapacité dans la population québécoise. L'enquête permet d'estimer qu'un Québécois sur 10 a une incapacité en 2006. C'est-à-dire plus précisément 10,4 %. Le taux d'incapacité est d'environ 3 % chez les enfants de 0,14 ans, d'environ 8 % chez les personnes de 15 à 64 ans, et l'incapacité touche près du tiers des personnes de 65 ans et plus. Ça permet d'estimer qu'au Québec, en 2006, il y avait environ 770 000 personnes avec incapacité. Je vous fais remarquer aussi une chose très intéressante, c'est que malgré que le taux d'incapacité est de beaucoup plus élevé chez les personnes de 65 ans et plus que chez les personnes de 15 à 64 ans, quand on regarde les nombres estimés, le nombre de personnes avec incapacité est plus important chez les personnes de 15 à 64 ans que de 65 ans et plus, pour la simple raison que la proportion de la population est beaucoup plus, la taille de la population est beaucoup plus importante dans le groupe des 15-64 ans que chez les 65 ans et plus. C'est un fait important quand on pense à la population avec incapacité, on pense souvent à la population âgée, mais dans les faits, c'est beaucoup une population de 15 à 64 ans. Voyons maintenant le taux d'incapacité selon l'âge et le sexe. On voit que le taux d'incapacité, comme on l'a vu, augmente nettement avec l'âge. Le taux d'incapacité, ce qui est intéressant ici d'observer, c'est que le taux d'incapacité est assez semblable, même si globalement, chez les femmes, le taux d'incapacité est légèrement plus élevé. La différence ne s'explique que chez les 75 ans et plus. Probablement parce que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Le taux d'incapacité est beaucoup plus élevé chez elles que chez les hommes. Globalement, chez les 75 ans, on a un taux d'incapacité de 46 %. Ici, mais on voit chez les hommes, c'est inférieur. Dans les autres groupes d'âge, c'est semblable chez les hommes et les femmes. À l'exception des enfants, là, c'est le contraire. Les enfants de 0 à 14 ans ont un taux d'incapacité plus élevé chez les garçons. Il y a un taux d'incapacité plus élevé chez les garçons que chez les filles. Évidemment, le taux d'incapacité augmente avec l'âge. Entre 2001 et 2006, le taux d'incapacité a augmenté dans tous les groupes d'âge, sauf chez les très jeunes enfants de 0 à 4 ans. On voit l'augmentation significative dans chacun des groupes d'âge. Globalement, donc, le taux d'incapacité est passé de 8 à 10 % entre 2001 et 2006. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est des enquêtes qui ont été faites de façon strictement comparable. Bien sûr, il y a eu un vieillissement de la population entre 2001 et 2006, mais nos analyses montrent que le vieillissement de la population explique un peu moins de 40 % de cette hausse-là. Il y a eu une hausse qui s'observe dans plusieurs types d'incapacités, chez les adultes et chez les enfants. Et chez les adultes, on a observé surtout une hausse plus importante des incapacités les moins graves entre les deux enquêtes. Bon. La population avec incapacité, évidemment, présente différents types d'incapacités. Je vous ai mentionné tantôt qu'il y avait toute une série de questions pour identifier les types d'incapacités. Les voici, je vais vous les présenter d'abord pour la population de 15 ans et plus. Donc, on voit ici qu'environ 3,2 % de la population présente une incapacité liée à l'audition. Comme je vous ai mentionné tantôt, on ne parle pas de problème d'audition ici, on parle d'incapacité liée à l'audition, c'est-à-dire compte tenu de l'utilisation d'aides techniques. La même chose, 2 % de la population présenterait une incapacité liée à la vision, c'est-à-dire indépendamment
du fait qu'avec leurs lunettes, 2 de la population a de la difficulté à voir ou est aveugle. Incapacité liée à la parole, 1,4 %. Les 3 types d'incapacités les plus fréquentes sont les incapacités liées à la mobilité, à l'agilité et à la douleur, qui touchent chacune environ 8 de la population, soit environ un demi-million de personnes chacune. On comprend ici, avec un taux de 10 un taux global d'incapacité de 10 que chaque personne peut présenter qu'une personne peut présenter plusieurs types d'incapacités. Par exemple, une personne peut avoir des difficultés à marcher et avoir des difficultés à entendre. Une co-occurrence qu'on voit souvent, par exemple, chez les personnes âgées, ou des problèmes d'agilité et de mobilité ensemble. Les incapacités liées à la présence de troubles d'apprentissage se situent à 1,9 % de la population. Les troubles fréquents de mémoire, 1,1 %. Déficience intellectuelle ou troubles de développement comme l'autisme, 0,4 % de la population de 15 ans et plus. Et problèmes liés à la présence incapacité liée à la présence d'un problème psychologique d'une durée d'au moins 6 mois, 1,6 % de la population. Voyons maintenant rapidement les différents types d'incapacité présents chez les enfants de moins de 15 ans. Je vais passer rapidement parce qu'on va revenir dans la deuxième partie des résultats sur la situation des enfants. Donc, chez les enfants de 0-14 ans, les principaux types d'incapacité sont ceux qui sont liés à la présence de problèmes de santé chronique, qui touchent 2 % de la population des enfants de 0-14 ans, et les retards ou les troubles de développement ou la déficience intellectuelle qui touchent 1,1 % de la population québécoise de cet âge. Chez les enfants d'âge scolaire de 5 à 14 ans, la prévalence la plus élevée est celle des troubles d'apprentissage. On voit aussi les troubles de la parole qui sont à 1,2 % et des troubles psychologiques à 1 %. Un mot sur l'incapacité, la prévalence de l'incapacité au niveau régional. L'enquête a été faite pour permettre une estimation des prévalences et de toutes les estimations qu'il y a dans l'enquête au niveau provincial et au niveau du Canada. L'enquête n'a pas été conçue pour fournir des estimations régionales. Cependant, il y a toujours un très grand besoin d'informations au niveau régional. C'est une question qui nous est souvent posée, et à Statistique Canada d'ailleurs aussi. Donc, Statistique Canada a fourni des estimations du taux d'incapacité par région socio-sanitaire, également aussi pour les régions métropolitaines de recensement et les agglomérations de recensement. Ces estimations-là ont été produites par la méthode d'estimation pour petits domaines et on les a reproduites dans le rapport ici. On a fait aussi certains tests pour mesurer les différences régionales. Donc, les personnes qui sont intéressées, c'est souvent demandé. Vous pourrez retrouver dans le rapport l'information à ce sujet. La modélisation a été faite à partir des données de l'enquête et du recensement. C'est des modélisations. Voilà. Je vais vous parler maintenant dans la deuxième partie des résultats qui touchent les répercussions de l'incapacité chez les personnes de 15 ans et plus, chez les Québécois. Comme je l'ai mentionné tantôt, la plupart des personnes qui ont une incapacité présentent en fait plusieurs types d'incapacité. 82 % ont plus d'une incapacité, et si on regarde 3 incapacités ou plus, c'est même 65 % des personnes avec incapacité qui ont 3 incapacités ou plus. Ce sont des incapacités qui sont relativement durables. La plupart des personnes ont une incapacité depuis plus de 2 ans. Et ce sont des incapacités qui ont un impact sur la vie
la vie quotidienne des personnes qui ont une incapacité. En fait, 50% des personnes dans l'enquête ont dit avoir beaucoup de difficultés ou d'être totalement incapables de participer à leurs activités courantes à cause de leur incapacité. Et même si on ajoute les personnes qui ont un peu de difficulté, ça fait 81% des personnes qui sont limitées dans leurs activités courantes. Donc, les incapacités ont vraiment des répercussions sur leur vie. Un profil maintenant des aspects démographiques, sociodémographiques. Le tiers des personnes avec incapacité vivent seules en 2006. C'est nettement plus que chez les personnes sans incapacité. Chez les personnes avec incapacité, cette proportion est de 32%, tandis qu'elle est de 14% chez les personnes sans incapacité. C'est un phénomène particulièrement intéressant parce qu'on s'est rendu compte qu'il est en diminution entre 2001 et 2006. Le pourcentage de personnes avec incapacité qui vivent seules est passé de 36 à 32% dans l'espace de 5 ans. C'est vraiment un phénomène particulièrement intéressant. La proportion de personnes vivant seules est très élevée chez les personnes de 75 ans et plus. Elle est de... je ne l'avais pas mis, 44%. Maintenant, parlons de la situation socio-économique des personnes de 15 ans et plus. La situation socio-économique des Québécois de 15 ans et plus qui ont une incapacité s'est améliorée entre 2001 et 2006. C'est un résultat vraiment très intéressant de l'enquête. Par contre, il n'en demeure pas moins qu'elle est nettement défavorable comparativement à celle des personnes qui n'ont pas d'incapacité. On a étudié 3 indicateurs de la situation socio-économique et les 3 indicateurs nous ont amenés au même constat, c'est-à-dire une amélioration dans le temps, mais une situation qui est nettement défavorable malgré tout. Les 3 indicateurs sont le niveau de scolarité, le revenu personnel et le revenu du ménage. Voyons maintenant un peu en détail les résultats sur la scolarité. En 2006, les personnes avec incapacité ont un niveau de scolarité moins élevé que les personnes sans incapacité. 33% des personnes avec incapacité de 15 à 64 ans n'ont pas de diplôme d'études secondaires, comparativement à 19% dans la population avec incapacité, sans incapacité. Quand on regarde les pourcentages de diplômés universitaires, 13% des personnes avec incapacité ont un diplôme universitaire, comparativement à 23% dans la population sans incapacité. Donc, on voit que leur scolarité est nettement moins élevée. Un exemple de l'amélioration entre 2001 et 2006, le pourcentage de personnes avec incapacité sans diplôme d'études secondaires a diminué et est passé de 44 à 33%, ce qui est vraiment une nette amélioration. Et le pourcentage de diplômés universitaires est passé de 10 à 13%. On a vu aussi des améliorations dans la population sans incapacité. Voyons maintenant le revenu personnel. Les personnes avec incapacité ont un revenu personnel inférieur à celui des personnes sans incapacité. Près de la moitié, 46%, ont un revenu personnel annuel de moins de 15 000 $. On parle ici du revenu en 2005. J'attire votre attention sur le chiffre parce que c'est une situation qui est vraiment pas souhaitable. Un revenu de moins de 15 000 $, c'est pas beaucoup. Dans la population sans incapacité, cette proportion est de 34%. Donc ici, près de la moitié des personnes comparativement à 34% dans la population sans incapacité. Quand on regarde le revenu du ménage, ça permet d'estimer que 23% des personnes avec incapacité vivent sous le seuil de faible revenu. Cette proportion est de 11% dans la population sans incapacité. Fait intéressant, on a quand même vu une amélioration du revenu dans la population avec incapacité. Cependant,
il y a une amélioration seulement chez les personnes de 65 ans et plus. Si on regarde globalement, la proportion de personnes avec incapacité qui ont un revenu personnel inférieur à 15 000 a diminué de 54 à 46 %, ce qui est vraiment une nette amélioration. Par contre, quand on regarde séparément par groupe d'âge, on n'a aucune amélioration chez les 15-64 ans. On pourrait faire différentes hypothèses là-dessus par rapport à des programmes de soutien de revenus, par exemple. La situation sur le marché du travail maintenant, des 15 à 64 ans. C'est un fait assez connu que les personnes avec incapacité ont une situation défavorable sur le marché du travail. Les personnes avec incapacité sont moins susceptibles d'être actives sur le marché du travail. Le taux d'emploi est de 40 % dans la population avec incapacité comparativement à 73 % dans la population sans incapacité. La proportion d'inactifs, on parle ici du taux d'activité sur le marché du travail, est de 53 % chez les personnes avec incapacité comparativement à 20 % dans la population sans incapacité, et le taux de chômage est de 14 % comparativement à 9 %. Ça, c'est les trois indicateurs un peu classiques de la mesure sur le marché de l'activité sur le marché du travail. En 2006, on aurait environ 164 000 travailleurs avec incapacité au Québec, selon les données de cette enquête-là. Encore sur la situation sur le marché du travail. Entre 2001 et 2006, on a quand même observé une hausse notable du taux d'emploi dans la population avec incapacité. Le taux est passé de 35 à 40 %. En parallèle, on a eu une augmentation aussi dans la population sans incapacité. Malgré cette hausse, le taux d'emploi quand même reste nettement inférieur, on l'a vu, à celui de la population sans incapacité, y compris lorsqu'on standardise les taux pour tenir compte des différents d'âge et de sexe entre les deux populations. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on comprend que la population avec incapacité est nettement plus âgée que la population sans incapacité, puisque le taux d'incapacité augmente avec l'âge, nettement avec l'âge. Donc, c'était intéressant de faire une standardisation pour voir si la différence entre la population avec et sans incapacité était explicable par le fait que la population avec incapacité était nettement plus âgée. Mais ce qu'on voit, c'est que même après standardisation, les taux sont nettement différents. On parle ici de 44,73 % des taux d'emploi standardisés par âge et sexe. Mentionnons ici, même si c'est une autre étude, que dans le rapport, on a fait un résumé d'une étude qu'on avait faite, d'une autre étude qu'on avait faite l'année précédente. C'était des estimations régionales des taux d'emploi et d'activité pour la population avec incapacité par région socio-sanitaire au Québec. Un peu comme je vous ai parlé de la modélisation qu'a faite Statistique Canada pour avoir les taux d'incapacité par région. On a fait une modélisation pas tout à fait identique, mais le même type de modélisation par la méthode des petits domaines pour avoir des estimations des taux d'emploi et d'activité par région socio-sanitaire. Vous pourrez trouver les résultats et les références aussi dans le rapport. Parlons maintenant des besoins d'aide pour les activités de la vie quotidienne de la population de 15 ans et plus. En 2006, 70 % des personnes avec incapacité ont besoin d'aide pour au moins une de leurs activités quotidiennes. Il s'agit surtout d'activités de la vie domestique. 25 % ont besoin d'aide pour préparer les repas, 42 % pour les travaux ménagers courants, 56 % pour les gros travaux ménagers, 41 % pour aller à des rendez-vous ou faire des courses et 23 % pour s'occuper de leurs finances.
Il y a aussi 23% des personnes avec incapacité, on parle ici des personnes de 15 ans et plus, qui ont besoin d'aide pour les AVQ de base. On parle ici des soins personnels comme se laver, s'habiller, 14%, et des soins spécialisés à domicile. On parle ici de soins, par exemple, de soins, des injections, par exemple. La plupart des personnes qui ont besoin d'aide pour leurs AVQ en reçoivent. Mais, malgré qu'elles en reçoivent, près de la moitié, c'est-à-dire 46%, ne reçoivent pas toute l'aide dont elles ont besoin. C'est-à-dire qu'une personne pourrait recevoir de l'aide, par exemple, de son conjoint pour manger, préparer ses repas, mais pourrait avoir besoin d'aide par ailleurs pour ses bains ou pour des injections. C'est ce qui explique que la plupart des personnes reçoivent de l'aide, mais quand même, près de la moitié ont des besoins qui sont non comblés. Cette enquête apporte une information assez intéressante sur les caractéristiques des aidants principaux. Des aidants, il y avait 3 aidants dans l'enquête. On a analysé l'aidant principal. Sans surprise, pour ceux qui connaissent la problématique, 6 aidants sur 10 sont des femmes. Fait intéressant qu'on a remarqué, c'est que les hommes aident aussi en proportion nettement moindre que les femmes, mais quand ils aident, c'est plus souvent pour des personnes de moins de 65 ans. Fait intéressant aussi, c'est qu'on remarque que les 3/4 des aidants sont âgés de moins de 65 ans. On pense souvent que les aidants sont des personnes âgées et inactives. 44% des aidants ont un emploi et la plupart à temps plein. Les résultats montrent que l'importance de l'aide qui est fournie par le conjoint et les autres membres de la famille, et cela permet de comprendre pourquoi la majorité des personnes avec incapacité qui reçoivent de l'aide la reçoivent gratuitement. Parlons maintenant de l'habitation et des besoins spéciaux en termes de logement. On a pu comparer, grâce aux résultats du recensement, la situation, les caractéristiques des logements des personnes avec et sans incapacité. Un des faits saillants, c'est que les personnes avec incapacité vivent plus souvent en appartement que celles sans incapacité. 50% versus 38%. 13% des personnes avec incapacité utilisent des aménagements spéciaux dans leur domicile, soit pour entrer, soit pour sortir. On peut penser à des rampes d'accès ou tout autre aménagement à l'intérieur ou pour faciliter l'accès au domicile. Parmi les plus utilisés, il y a les barres d'appui dans les salles de bain. Parmi les autres besoins particuliers de la population avec incapacité, mentionnons que la moitié de la population avec incapacité utilise des aides techniques. Les aides les plus utilisées sont les aides à la mobilité. Par exemple, les cannes, qui sont utilisées par 55% des personnes qui utilisent des aides techniques. Aussi, chose auquel peut-être qu'on n'aurait pas pensé, les aides visant à réduire la douleur, qui sont utilisées par 25% des utilisateurs, et les aides à l'audition, surtout les prothèses auditives, qui sont utilisées par 23% des utilisateurs d'aide technique. Parlons maintenant de l'utilisation des moyens de transport. Les personnes de 15 ans et plus avec incapacité utilisent divers moyens de transport pour leurs déplacements locaux, c'est-à-dire les déplacements dans un périmètre de 80 km. On parle évidemment, comme pour la majorité de la population, de déplacements en automobile, de déplacements en autobus, de déplacements en métro, en taxi et finalement de déplacements par transport adapté qui sont utilisés par 7% de la population. Donc, on le voit, le transport par automobile, ça demeure quand même le principal mode utilisé par les personnes avec incapacité.
peu importe le moyen de transport qu'elles utilisent, 30% des personnes avec incapacité ont besoin d'un accompagnateur pour effectuer leurs déplacements locaux. C'est une proportion quand même assez importante. Et chez les personnes de 75 ans et plus, c'est la moitié d'entre elles qui ont besoin d'un accompagnateur. Comme vous voyez, il y a beaucoup de sujets dans cette enquête. J'ai fait ici une sélection peut-être des plus marquants. Il y a un résultat assez intéressant au niveau de la discrimination. On a pu observer dans l'enquête que 14% des personnes de 15 ans et plus en 2006 ont dit avoir déjà été victimes de discrimination ou avoir été traitées injustement à cause de leurs conditions. C'est leur perception. On a comparé cette perception-là selon le type d'incapacité que les gens présentaient et vraiment, c'est un résultat qui s'est vraiment démarqué, c'est la situation des personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble de développement. 61% d'entre elles considèrent qu'elles ont été traitées injustement ou victimes de discrimination. Maintenant, je vais vous présenter les principaux résultats qui touchent les enfants de 0 à 14 ans. Vous êtes bien attentifs? Je reviens sur les types d'incapacités que présentent les enfants, mais cette fois-ci en proportion des enfants avec incapacité seulement. Quand on parle d'enfants avec incapacité, chez les enfants de moins de 5 ans, on parle surtout de retard de développement et de problèmes de santé chronique qui touchent chacun environ 68% des enfants qui ont une incapacité. Il faut dire ici que dans une enquête, chez les enfants ayant un très jeune âge, on ne mesure pas autant de types d'incapacité que dans la population adulte. En fait, il y avait 4 ou 5 types d'incapacité qui étaient mesurés, 5 types d'incapacité qui étaient mesurés chez les enfants de 0 à 4 ans. Chez les enfants de 5 à 14 ans, plusieurs types d'incapacités ont été mesurés. Les principaux, on le voit, les 3/4 des enfants présentent des troubles d'apprentissage, 69% ont un problème de santé chronique, 46% ont un trouble de la parole, 37% ont un trouble d'ordre psychologique et le tiers ont une déficience intellectuelle ou un trouble du développement. Comme j'ai précisé plus tantôt, pour les adultes, c'est la même chose. Un enfant peut évidemment présenter plusieurs de ces problèmes. On comprend que les enfants qui ont des troubles d'apprentissage, ça peut être les mêmes que les enfants qui ont des problèmes de santé chronique ou des troubles de la parole. Qu'est-ce qu'on entend dans cette enquête par les problèmes de santé chronique? Bon, les plus fréquents, c'est les troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité qui touchent 37% de l'ensemble des enfants avec incapacité et l'asthme ou les allergies graves. Ça donne une idée du profil d'un enfant avec incapacité selon cette enquête. Le profil socio-économique des familles qui ont un enfant avec incapacité ressemble un peu à la situation qu'on a vue pour les personnes de 15 ans et plus. C'est-à-dire que leur situation est défavorable par rapport aux familles sans incapacité. Les enfants avec incapacité vivent plus souvent dans un ménage sous le seuil de faible revenu que les enfants sans incapacité, 16% versus 12%. Et c'est particulièrement le cas pour les familles qui ont un enfant ayant une incapacité grave. On a observé une amélioration, comme on l'a vu chez les adultes, une amélioration du revenu en 2001 et 2006 dans la population avec ou sans incapacité. Donc, dans la population avec incapacité, dans les familles qui ont un enfant avec incapacité, la proportion de familles sous le seuil de faible revenu est passée de 26 à 16%, ce qui est quand même une amélioration.
mais cette amélioration est observable aussi dans les familles qui n'ont pas d'enfants avec incapacité. Quelques chiffres au niveau des besoins particuliers des enfants. 31% des enfants avec incapacité utilisent des aides techniques. De plus, 22% des enfants avec incapacité ont besoin d'aide pour leurs activités de la vie quotidienne. C'est-à-dire des enfants on sait que les enfants ont besoin d'aide, mais on parle ici de besoin d'aide pour des activités que les enfants devraient être capables de faire en fonction de leur âge. C'est-à-dire des besoins pour s'habiller, pour se nourrir, etc. Pour s'habiller, se laver, se nourrir à cause de leur incapacité. 22% des enfants. Évidemment, les besoins d'aide des enfants se répercutent par des besoins d'aide des parents. Près de la moitié des parents d'enfants avec incapacité ont besoin d'aide à cause de l'incapacité de leur enfant, c'est-à-dire 47%. Ils ont besoin d'aide soit pour réaliser leurs tâches ménagères ou bien pour s'occuper d'autres activités, par exemple de leur vie, les autres activités de leur vie familiale ou pour leur vie personnelle. Un chiffre que je n'ai pas présenté ici, mais c'est que les parents avec incapacité disent manquer de temps pour eux-mêmes. Évidemment, les besoins sont plus importants chez les parents qui ont un enfant qui a une incapacité grave. Une partie des parents qui ont besoin d'aide en reçoivent, mais 31% d'entre eux ont quand même des besoins d'aide non comblés, même s'ils reçoivent de l'aide. Parlons maintenant des services de garde. L'intégration des enfants dans les milieux de garde est une préoccupation assez importante. Selon les données de l'enquête, 33% des enfants avec incapacité fréquentent un service de garde. L'enquête permet d'estimer que ça représente environ 12 000 enfants en 2006. La garde parascolaire, c'est-à-dire les services de garde avant ou après l'école, est le principal service de garde utilisé. 48% des enfants qui utilisent des services de garde qui utilisent ce type de service de garde-là. Les parents sont en général satisfaits du genre de service de garde qu'ils utilisent. Cependant, il y a 34% des enfants qui se sont déjà vus refuser l'accès à un des services de garde en raison de leur incapacité. Parlons maintenant de la fréquentation de l'école par les enfants, un autre sujet chaud. Au total, si on regarde l'ensemble des enfants avec incapacité, il y a 50% des enfants qui fréquentent l'école ordinaire, 23% qui fréquentent une école ordinaire qui offre des classes adaptées ou d'autres écoles, et 18% qui fréquentent une école spéciale. Ce profil-là est évidemment très différent si on regarde uniquement les enfants qui ont une incapacité grave ou très grave ou les enfants qui ont une incapacité modérée ou légère. Comme on le voit, les enfants qui ont une incapacité grave, il y en a 28% qui fréquentent une école spéciale et seulement 39% qui fréquentent une école ordinaire qui n'offre pas de classe adaptée. Et le tiers d'entre eux là, sont dans une école ordinaire qui offre des classes adaptées. Lorsqu'on regarde, à l'inverse, les enfants qui ont une incapacité légère ou modérée, 80% d'entre eux sont dans des écoles ordinaires et des classes ordinaires. Ce profil-là, selon l'enquête, n'a pas changé entre les deux enquêtes. Parlons maintenant de la scolarisation des enfants de 5 à 14 ans. L'incapacité a évidemment des conséquences pour la scolarisation des enfants. Il y a la moitié des enfants avec incapacité qui ont accumulé un certain retard dans leur scolarité, et davantage les garçons que les filles.
64% des enfants sont limités dans leurs activités à l'école, que ce soit les activités en classe, dans les activités physiques, la récréation ou les visites, les activités parascolaires, les visites en dehors de l'école. Donc, l'incapacité a vraiment un impact pour les enfants dans leurs activités scolaires. Ils ont aussi des besoins spéciaux en milieu scolaire. 62% des enfants avec incapacité utilisent des aides ou des services spécialisés à l'école. Soit 53% ont recours aux services de professeurs particuliers ou d'aide enseignants. Et 22% des enfants ont besoin d'aide, d'appareils ou de services non comblés, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'aide ou de services qui ne sont pas disponibles à leur école. Des résultats fort intéressants sur l'intérêt des enfants pour l'école. Malheureusement, on n'a pas cette information-là pour les enfants sans incapacité. Ce serait très intéressant. Dans l'enquête, on demandait aux parents si les enfants avaient hâte d'aller à l'école le matin. Et 66% des enfants avec incapacité ont, selon leurs parents, souvent ou presque toujours hâte d'aller à l'école. Malheureusement, il y a le quart des enfants, 24%, qui n'ont que rarement ou presque jamais envie d'aller à l'école. Et ce qui est particulièrement troublant, c'est que depuis 2001, quand on a comparé les résultats de 2001 et de 2006, on a observé une nette diminution de cet intérêt-là des enfants pour l'école. La proportion d'enfants qui avaient rarement ou presque jamais envie d'aller à l'école est passée de 13 à 24%. Donc, pour nous, c'est vraiment un fait saillant qui serait une piste intéressante pour des recherches futures. S'il y a des chercheurs parmi vous qui cherchent des sujets, je pense que c'est un sujet de préoccupation. Ce serait intéressant de voir si cette diminution-là s'observe, par exemple, chez les enfants qui n'ont pas d'incapacité, ou si c'est typique, ou si c'est une problématique qui touche seulement les enfants qui ont une incapacité. Un autre résultat extrêmement troublant, c'est la violence verbale ou physique qui est vécue par les enfants avec incapacité de la part d'autres enfants. Là encore, on n'a pas de comparatif, mais vous allez voir que les résultats sont marquants. Dans l'enquête, il y a 77% des enfants qui, selon les parents, ont été extrêmement perturbés au cours des 12 derniers mois par certains commentaires qui ont été mis à leur sujet par d'autres enfants, que ce soit à l'école, dans l'autobus ou à la maison ou ailleurs. 77%. 52%, pour 52% d'entre eux, c'était des menaces d'agression. Et pour 45%, ils ont été attaqués ou agressés par d'autres enfants sur une période de 12 mois. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que ces chiffres-là sont encore plus élevés lorsqu'on regarde les enfants qui ont une incapacité grave. Ils sont plus souvent victimes de violences verbales ou physiques. Alors, c'est des chiffres qui sont très élevés et qui mériteraient sûrement d'être examinés plus à fond. Parlons maintenant de l'impact que peut avoir l'incapacité sur les parents. Les parents qui ont un enfant avec incapacité sont en général satisfaits de leur vie. 80% se disent satisfaits, ce qui est une bonne nouvelle. Par contre, 55% des parents qualifient leur journée d'assez ou d'extrêmement stressante. On n'a pas de comparatif ici par rapport aux parents qui n'ont pas d'enfants avec incapacité. Les principales sources de stress des parents sont la santé de leur enfant, pour 30% d'entre eux, leur travail et la famille. Évidemment, il y a d'autres sources de stress, mais c'est les principales. On a demandé aux parents si l'incapacité avait, l'état de santé de l'enfant avait un impact sur l'emploi des membres de la famille. Les parents nous ont dit que dans 40% des cas, un des membres de la famille avait dû réduire ses heures de travail pour s'occuper de l'enfant.
37 qu'ils avaient dû modifier leurs heures de travail, c'est-à-dire travailler à d'autres heures de la journée ou de la nuit pour prendre soin de leur enfant. 22 ont refusé un emploi pour prendre soin de leur enfant et 20 ont abandonné leur emploi pour prendre soin de leur enfant avec incapacité. Donc, on a parlé avant l'interruption de l'impact sur les parents, sur l'emploi des parents. L'impact, l'état de santé de l'enfant a aussi un impact sur la vie de couple. On a demandé aux parents, en fait, 36 des parents qui ont un enfant avec incapacité ont affirmé dans l'enquête que l'état de santé de leur enfant avait entraîné des problèmes dans leur relation conjugale. Les principaux problèmes dont ils ont fait état sont des accords ou des discussions avec le conjoint. Ils ont même parlé de stress ou de dépression dans 81 des cas, de fatigue ou de manque de sommeil dans 78 des cas. On a demandé aussi aux parents qui avaient eu une relation antérieure depuis la naissance de l'enfant si l'état de santé de l'enfant avait eu un impact sur cette relation, sur cette autre relation-là. Et il y a 49 des parents qui ont dit que l'état de santé de l'enfant avait affecté leur relation antérieure. Ce qui est particulièrement troublant, c'est que de la vie des parents eux-mêmes, dans cette moitié-là des parents, les 3/4 ont attribué leur séparation ou leur divorce à l'état de santé de l'enfant. C'est les parents qui ont dit ça eux-mêmes. Alors, je vais vous mentionner, avant de parler des pistes de recherche, quand même faire un résumé des principales conclusions de l'étude avant de poursuivre. Donc, c'est une étude qui était essentiellement descriptive et qui sert de référence, on pense, pour les acteurs qui ont besoin de données sur la population avec incapacité ou handicapée au Québec. Il s'agit de données sur lesquelles les différents acteurs peuvent s'appuyer pour développer des actions dans plusieurs secteurs. On peut penser dans le secteur de l'habitation, dans le secteur des soins à domicile, dans le secteur des déplacements, de l'éducation, parce qu'une variété de thématiques est abordée dans l'enquête. Donc, l'étude que nous avons faite vraiment donne un aperçu des grands thèmes de l'enquête et des diverses dimensions de la participation. Bon, dans la présentation aujourd'hui, je n'ai pas parlé de tous les thèmes parce que ça aurait été vraiment très long. Je vous mentionne certains des thèmes non abordés ici. L'état de santé de la population avec incapacité, par exemple, leur perception de l'état de santé, l'utilisation de médicaments. On a étudié aussi des caractéristiques psychosociales, par exemple, le sentiment de bonheur, la perception du stress, les réseaux sociaux, l'emploi du temps des personnes avec incapacité, leur participation à des activités de loisirs et l'utilisation d'Internet aussi, qui amène des résultats assez intéressants d'ailleurs. Dans le rapport, on a décrit ces différents thèmes et on les a analysés selon le type d'incapacité, la gravité de l'incapacité, l'âge et le sexe, et aussi selon le fait que les gens utilisent ou non une aide technique, parce que ça nous semblait être une variable vraiment assez intéressante et qu'on n'avait pas exploité à fond dans nos travaux antérieurs. Évidemment, le profil, le portrait de la situation que je vous ai présenté se décline de différentes façons selon qu'on examine différents types d'incapacités ou différents groupes d'âge. Une des conclusions aussi, c'est que ça nous amène encore une fois à voir l'intérêt de disposer d'indicateurs comparables entre les enquêtes, des enquêtes qui nous permettent de comparer dans le temps de façon strictement comparable, qui nous permettent de suivre l'évolution de la situation des personnes avec incapacité. Ces suivis dans le temps-là sont particulièrement pertinents parce qu'on sait que la population vieillit et que, évidemment, le taux d'incapacité étant lié à l'âge, qu'il va y avoir une croissance de la population avec incapacité.
il est à souhaiter, cette enquête-là a été abandonnée malheureusement par Statistique Canada. Et il est à souhaiter que les nouvelles stratégies de collecte qui seront développées pour avoir des résultats sur la population avec incapacité permettront des comparaisons, mais à l'heure actuelle, on ne connaît pas cette stratégie-là. Quelques mots maintenant sur le potentiel des données pour la recherche. Nous considérons que l'EPLA a un grand potentiel pour les analyses futures, même si on a quand même fait beaucoup d'analyses descriptives. C'est une enquête qui est extrêmement exhaustive et qui, je trouve, son intérêt principal, c'est qu'on n'a pas seulement des données sur un secteur, une thématique, c'est qu'elle couvre l'ensemble des thématiques de la participation sociale. Autant, vous avez vu tous les thèmes que j'ai abordés. Donc, ça couvre à la fois toutes les dimensions de la participation sociale et dans le menu détail aussi. C'est une enquête qui est extrêmement exhaustive. Donc, elle permet d'étudier des thématiques en particulier, mais elle permet aussi d'étudier les interrelations. Donc, elle offre à ce point de vue-là, selon moi, un grand potentiel, entre autres pour les analyses multivariées qui permettraient d'étudier ces interrelations-là. Des points d'intérêt aussi, c'est qu'on peut comparer 2001 et 2006, deux enquêtes strictement comparables. On le fait déjà en partie. On peut comparer aussi, grâce au recensement, les indicateurs qui sont dans le recensement. Donc, on peut comparer la population avec et sans incapacité. C'est un potentiel intéressant. Et on pourrait faire aussi des analyses qu'on n'a pas faites du tout, des comparaisons avec le reste du Canada ou étudier le Canada dans son entier. Évidemment, Statistique Canada, eux, ont analysé des données pour l'ensemble du Canada, différentes thématiques. Vous pouvez vous référer à leur publication pour ça. Mais il y a là un potentiel. Par exemple, si on veut étudier une thématique qui touche une proportion plus faible de la population avec incapacité, on pourrait ne pas étudier seulement le Québec, mais on pourrait prendre l'ensemble de la population canadienne, ce qui nous donnerait un potentiel plus grand. Donc, il y a un approfondissement des connaissances qui est possible pour certains thèmes ou certains sous-groupes de population. Par exemple, on peut penser aux personnes qui ont les personnes à mobilité réduite ou tout autre groupe de personnes avec incapacité. Une limite qu'il faut absolument considérer, c'est les tailles d'échantillons lorsqu'on veut étudier une thématique en particulier ou des sous-groupes. Évidemment, si on étudie un phénomène qui touche une très faible proportion de la population, on peut se ramasser avec une taille d'échantillon trop limitée et ça limite les analyses. Par exemple, les enfants, malheureusement, on a 525 enfants, si je me souviens bien, autour de 500. Donc, évidemment, si on va étudier un sous-groupe d'enfants, on se bute rapidement à des nombres très petits, ce qui peut limiter l'analyse. J'ai mentionné, c'est une information qui est extrêmement détaillée. Et pour ceux qui voudront s'attaquer à la banque, faites attention aux filtres. C'est un questionnaire qui est bâti avec beaucoup de questions, mais qui sont posées à des sous-groupes de personnes pour qui la question est pertinente. Donc, il faut faire attention à son dénominateur. Donc, je l'ai mentionné tantôt. En terminant, c'est une enquête qui est abandonnée. Ça n'enlève pas son potentiel pour les recherches futures. Vu qu'elle est abandonnée, peut-être qu'au contraire, c'est une enquête qu'on devra utiliser plus longtemps, analyser plus longtemps, parce que c'est une enquête qui est extrêmement riche et si aucune autre vient la remplacer, elle demeurera d'actualité. Pour ceux qui voudraient se procurer le rapport de l'étude, ce rapport-là ici, il y a des copies papier qui sont disponibles gratuitement. Vous pouvez, j'en ai quelques copies encore, et vous pouvez faire la demande en vous adressant sur le site web de l'Institut de la statistique du Québec. Si vous êtes intéressé uniquement à certains chapitres, vous pouvez télécharger aussi l'ensemble du document ou certains chapitres uniquement.
Et vous pouvez vous adresser à nous pour toute information. Alors, merci de votre attention. Et si vous avez des questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui, on peut l'applaudir. Il y a des questions donc à Montréal ou à Québec. Je pense que malheureusement Sherbrooke n'est plus avec nous pour des raisons de problèmes de connexion. Donc à Québec, est-ce que je vois des mains se lever? Je nous vois. Bon, oui. Bonjour. Moi, j'ai une question. Vous avez parlé d'une amélioration du statut socio-économique. Est-ce que vous pensez que le fait qu'on a une hausse du nombre de personnes avec des incapacités moins graves chez l'adulte peut expliquer cette variation-là? C'est une bonne question. Je me demande si on a fait l'analyse dans le rapport pour voir si l'amélioration s'observait autant chez les personnes... selon le niveau de gravité? J'avoue que de mémoire, je ne m'en souviens pas. Il faudrait que je vérifie. Mais c'est une hypothèse qui mériterait d'être vérifiée. Par contre, ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il y a une amélioration. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est un petit peu normal que le revenu s'améliore 5 ans plus tard. Vous en conviendrez avec moi. Puis on voit qu'il y a une amélioration autant dans la population avec et sans incapacité. Donc, il semble, c'est une tendance qui se poursuit dans le temps. Ce qui est préoccupant, à mon sens, c'est de voir que les personnes de 15 à 64 ans n'ont pas du tout profité de cette amélioration-là. Ça, c'est vraiment... Et on ne peut pas dire que c'est un effet, on ne peut pas penser que c'est un manque de puissance statistique parce que le groupe des 15 à 64 ans est plus nombreux que les 65 ans et plus. Et on détecte chez les 65 ans et plus une amélioration dans le temps. Donc, c'est vraiment... on peut vraiment penser qu'il n'y a pas d'amélioration. On n'en détecte vraiment pas. Pour ce qui est de la gravité, je peux vérifier rapidement là, si je le trouve. Pour la question de la situation socio-économique des 65 ans et plus, je pense que les niveaux de pauvreté baissent chez les 65 ans et plus dans la population en général, alors que la tendance n'est pas du tout observée chez les plus jeunes. Donc, j'imagine que c'est un peu ça qui est reflété dans vos résultats. Oui, les résultats les résultats démontrent ça. C'est que Madame a posé une question sur c'est de savoir si l'amélioration était observable selon la gravité de l'incapacité. Je ne pense pas qu'on ait... je ne pense pas qu'on ait fait cette analyse-là, mais c'est une bonne question. Merci. Oui, Carole? J'aurais une question sur les troubles d'apprentissage, les incapacités d'apprentissage. À un moment donné, dans les 15 ans et plus, en 2006, vous nommez une liste et là-dedans, il y a 1.5 ou 1.9, là, ma note n'est pas bonne, apprentissage. Est-ce que c'est eux qui s'auto-identifient comme ayant une incapacité d'apprentissage ou... Vous parlez des adultes ou des enfants? Plus, et après ça, je vais avoir une question pour les enfants. OK. C'est par ou c'est eux-mêmes qui se disent avoir une incapacité d'apprentissage? Parce que audition, vision, parole, tout ça, les autres, je peux comprendre que là, il y a eu un professionnel, mais... Chez les adultes, c'est eux qui disent et c'est diagnostiqué ou non. OK. La question, c'est, en gros, la question, c'est avez-vous de la difficulté à apprendre en raison d'un état, puis c'est diagnostiqué ou non par un professionnel. Okay. Par exemple, à cause de problèmes d'attention, d'hyperactivité ou de dyslexie. Si je vais aux... Les enfants, oui, 0-14 ans. Je retourne au...
pour être sûr de... Parce que dans 0-14 ans, vous ne l'aviez plus, apprentissage. Et là, j'étais surprise. Mais après, dans le 5-14 ans, il revient. Donc, c'est peut-être dans les 0-14 ans que là, j'étais surprise de ne plus l'avoir. Vous ne l'aviez plus dans les 0-14 ans? Oui. C'est 0-4 ans. OK, c'est 0-4 ans. C'est moi qui ai mis 0-14 ans. 14 aussi. OK, bon. Peut-être. On va retourner au... Ah, ici, j'imagine? Non, avant, parce que là, il est là, mais c'est... Au début? C'est moi, c'est une question très précise, mais... On va y arriver. Ah. Là, c'est ça, 0-14 ans, mais il n'y a pas apprentissage en haut. C'est ça. C'est 14. C'est 5, OK. 14 ans. OK, c'est beau. Je pense qu'on n'avait pas eu la deuxième partie. Les apprentissages ne sont pas mesurés chez les... 2,9. Chez les 0-4 ans. Ma dernière question est l'amélioration du niveau de scolarité. Vous dites que c'est passé de 44 des personnes avec incapacité à 33 qui n'ont pas de DES. Oui. J'aurais voulu savoir, dans la population en général, il me semble que le niveau de scolarité a aussi augmenté. Donc, est-ce que, dans le fond, les personnes avec incapacité ont eu la même amélioration que la population en général? Oui. OK. Oui. Je n'ai pas présenté ici le parallèle, mais c'est en haut de 50. L'amélioration dans l'ensemble de la population. Donc, heureusement, les personnes avec incapacité en ont profité aussi. D'accord, merci. Oui. Est-ce qu'on sait dans quelle mesure la situation du Québec se distingue de celle des autres provinces ou celle du Oui, reste? tout à fait. Nous, on n'a pas. L'objectif de notre étude n'était pas de comparer le Québec au reste du Canada parce que c'est ce que fait Statistique Canada dans ses analyses. Le taux d'incapacité est moins élevé au Québec qu'au Canada. Au Québec, en 2006, on a un taux d'incapacité de 10 %. Au Canada, dans l'ensemble du Canada, on a un taux d'incapacité de 14 %. Et cette différence-là entre le Québec et le Canada est une différence, j'allais dire classique ou historique, parce que dans de nombreuses enquêtes, le Québec présente des taux d'incapacité moins élevés que le reste du Canada. Et ça nous pose toujours un défi d'interprétation. Statistique Canada a mené des analyses à ce sujet et considère qu'il y a une différence d'ordre culturel. C'est que diagnostiqué dans le monde anglophone, y compris au Québec et au Canada. Dans les collèges anglophones et les collèges francophones au Québec, il y a une grande différence dans les taux des troubles d'apprentissage. Et on la voit aussi entre le Québec et le Canada, c'est du simple au double. Entre les collèges anglophones du Québec et les collèges francophones du Québec, c'est du simple au double, les troubles d'apprentissage. Donc, ça pourrait être une partie de l'explication. Les troubles d'apprentissage, ça explique sûrement pas tout, parce que les troubles d'apprentissage ne représentent qu'une fraction de l'incapacité. En 2001, dans l'enquête de 2001, on avait observé le même phénomène, c'est-à-dire que le taux d'incapacité est moins élevé au Québec que dans le reste du Canada. Et la grosse différence vient des incapacités légères ou modérées. C'est-à-dire que les incapacités graves, on a le même taux, à peu près, on a le même taux que dans le reste du Canada. Donc, Statistique Canada formule un peu de cette façon-là, disant que les Québécois seraient peut-être moins enclins à déclarer des limitations légères que les Canadiens. Et à ce sujet-là,
c'est lié à la langue et à la culture. Il y a un peu un mélange des deux. Il y a une étude très intéressante qui avait été faite par quelqu'un de Statistique Canada qui regardait le taux d'incapacité selon la langue, et donc chez les francophones hors Québec et chez les anglophones du Québec. Et c'est un mélange des deux, de langue et de culture. Donc, il y a un phénomène, parce qu'il faut voir que l'incapacité, c'est de l'incapacité auto-déclarée, et c'est une mesure qui est relativement solide. Quand on demande aux gens, avez-vous de la difficulté à entendre une conversation avec 2 personnes ou 3 personnes, ou à voir avec vos lunettes à une distance de l'autre côté de la pièce, à reconnaître un visage d'une personne que vous connaissez, c'est une mesure qui est relativement objective, mais il y a quand même une certaine part de subjectivité dans à partir de quel moment la personne va dire « oui, j'ai de la difficulté à entendre, oui, je vois mal, même avec mes lunettes ». Alors, c'est peut-être cette part de subjectivité-là qui, à la marge, va jouer sur les incapacités légères. On comprend que quand on tombe dans un domaine d'incapacité beaucoup plus lourde, que la question ne se pose pas. Oui. La réponse est beaucoup plus tranchée. C'est à la marge là, de est-ce qu'on dit oui, est-ce qu'on dit non, qu'on peut penser que se situe la différence. Étant donné les taux d'incapacité chez les personnes âgées, je me demandais si dans votre équipe, parce que aujourd'hui, ça n'a pas été le cas de celle dans la présentation, mais dans votre équipe, est-ce qu'il y a des gens qui ont étudié ça plus en profondeur, que ça fait partie importante du rapport, ou si l'emphase a été mise surtout sur les moins de 65 ans? Autant que toutes les analyses qu'on a fait, on a fait des comparaisons des 15-64 et des 65 et plus. Donc, si vous êtes intéressé particulièrement à la situation des personnes de 65 ans et plus, vous pouvez trouver toute l'information dans le rapport. L'information est par thématique, et si l'information n'est pas présentée pour les 65 ans et plus, c'est parce qu'il n'y avait pas de différence, et je doute qu'il y a des sujets où il n'y a pas de différence. Donc, vous devriez retrouver l'information pour les 65 ans et plus dans chacun des chapitres pour chacune des thématiques, et parfois même, on a regardé les 75 ans et plus. Par exemple, pour le taux d'incapacité, on a regardé les 75 ans et plus. Vous avez été gêné dans les analyses par la taille de l'échantillon pour les personnes âgées, parce que souvent, dans les autres enquêtes, ce n'est pas représentatif, etc. Donc, enquête sociale générale, enquête sur la santé des communautés, les 75 ans ne sont pas représentatifs, les 85 ans non plus. Dans celle-là, étant donné la taille de l'échantillon, ça a dû être représentatif. Oui, bon, on a une bonne capacité d'analyse au niveau des 65 ans et plus globalement. Je pense qu'on avait autour de 1000 personnes peut-être. Je n'ai pas le chiffre, vous comprendrez, je n'ai pas le chiffre de la taille d'échantillon en tête, là. Mais quelqu'un qui voudrait faire une analyse uniquement des 65 ans et plus pourrait se buter à des problèmes de taille d'échantillon si on voulait découper les 65 ans et plus en 2 groupes, par exemple, pour avoir, par exemple, les 75 ans et plus. Mais globalement, je pense qu'on a été capable de faire la plupart des analyses en étudiant les 65 ans et plus séparément, sans redécouper les 65 ans et plus. Dans le mémoire d'idée, étant donné que vous avez dit que ça serait abandonné, cette enquête-là, par Statistique Canada, est-ce qu'on a idée un peu dans quelle direction on s'en va pour recueillir ce type d'informations-là? Et malheureusement, moi, je n'ai pas pu venir à la conférence de M. Christian D. Là, de ressources humaines, mais où on a parlé de cette plateforme unique. Est-ce qu'il y a des gens ici qui pourraient nous dire si ce type de problématique a été abordé pour la plateforme unique? Concerne la plateforme, c'était surtout des données socio-économiques. Je ne sais pas, Jean, si tu te rappelles d'éléments. Je ne me rappelle pas, moi, d'éléments concernant des sujets comme ceux qu'on traite aujourd'hui. Bon, c'est une enquête de Statistique Canada. Moi, je suis à l'Institut de la statistique du Québec, alors je ne suis pas dans le secret des dieux. Ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir de l'exploitation de données administratives.
Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous, à l'Institut, on est présentement en train de faire une enquête. On est en collecte présentement sur le terrain. C'est une enquête qui s'appelle l'enquête québécoise sur les limitations d'activité, les maladies chroniques et le vieillissement. Donc, on a choisi de faire cette enquête-là parce qu'on voulait des données plus à fond sur l'incapacité et sur le vieillissement. Donc, c'est un échantillon qui est tiré à partir d'une autre enquête et qui va être un échantillon qui vise à assurer une assez forte taille d'échantillon pour pouvoir analyser les 65 ans et plus en les découpant. Et on vise aussi, par cette enquête-là, à avoir des taux d'incapacité au niveau régional. L'enquête locomotive, ça va être l'enquête sur, quel est son nom exact, sur la qualité. Point de santé. Là, je vous avoue que le nom. Point de santé. Oui, c'est ça. C'est quoi le nom exact de l'enquête? Nous, on l'appelle par son acronyme. Là, c'est une enquête sur l'utilisation la satisfaction des usagers quant à l'utilisation des services de santé. Mais peu importe l'enquête, c'est que cette enquête-là va nous permettre, un peu comme Statistique Canada avait fait pour le recensement, va nous permettre d'aller chercher d'aller tirer notre échantillon à partir de cette enquête-là. L'enquête est présentement en collecte et donc on devrait avoir des résultats en 2012. L'enquête dure 1 an. On devrait avoir des résultats en 2012-2013. Au niveau régional, ce qui va être intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions à Québec? Non. Dans l'enquête de santé, est-ce qu'ils utilisent les 2 mêmes questions que StatCan pour repérer les gens? Dans notre enquête, l'enquête de l'ISQ? Oui, présentement. On a choisi dans l'enquête de Statistique Canada, vous avez vu, il y a 2 questions du recensement qui servent de filtre. Dans l'enquête de l'ISQ, on a choisi de ne pas utiliser de filtre parce que l'utilisation de filtres pourrait laisser échapper certaines personnes. Donc, on pose directement les questions sur l'incapacité. C'est-à-dire qu'il y a une batterie d'une 20aine de questions qui est posée directement. Donc, on n'a pas, dans ce sens-là, on va être sûr de ne pas laisser échapper de personnes qui pourraient avoir des incapacités qui pourraient être plus difficilement détectables par une stratégie de filtre. À ce moment-là, est-ce qu'elle devient comparable avec l'éclat qui était fait en 98? Oui. Elle posait la question de savoir si c'était comparable à l'enquête qui avait été faite en 1998. En 1998, il y avait une enquête qui s'appelait l'enquête québécoise sur les limitations d'activité, qui avait été faite aussi par l'Institut de la statistique du Québec. Et les questions, elle sera comparable. L'enquête de 98 visait aussi à avoir des taux d'incapacité au niveau régional pour le Québec. Donc, on pourra avoir un comparatif, effectivement, avec cette enquête-là. Puis, l'enquête de 98 n'utilisait pas de filtre non plus, c'est-à-dire qu'on posait directement aux gens la batterie de questions sur l'incapacité. J'ai 2 questions. Je vais me donner la parole à moi-même. Il y en a une sur les comparaisons 2001-2006, où il y a une augmentation quand même assez importante là, de la prévalence. Je me demandais, est-ce qu'on note la même chose dans le reste du Canada d'abord? Et l'autre volet à ça, c'est que vous avez dit qu'à peu près 40% pouvaient s'expliquer par le vieillissement de la population, mais est-ce qu'on a une hypothèse sur le 60% qui reste? Parce qu'il y avait quand même plusieurs statistiques qui changeaient de façon assez importante entre 2001 et 2006, mais vous avez dit que les 2 enquêtes étaient strictement comparables. Un diapo. Donc, oui, il y a une augmentation de 8 à 10 % entre les 2 enquêtes au Québec. Au Canada, c'est... Je ne veux pas vous induire en erreur, je vais chercher les chiffres exacts. Je pense que c'est de 12 à 14 %. Je pense que c'est de 12 à 14 %.
Voyons, quand on cherche des chiffres, on ne les trouve pas. Bon, en tout cas, je vous dis de mémoire de 12 à 14%. Et Statistique Canada ont fait la même année, c'est-à-dire nous avons fait la même analyse qu'eux, c'est-à-dire pour déterminer la proportion qui était attribuable au vieillissement de la population, on a fait une standardisation, en fait. Eux ont fait la même chose, on arrive à peu près au même chiffre. Donc, il y a une part il y a le parallèle. La hausse est observable aussi dans l'ensemble du Canada, première partie de votre question. Au Canada aussi, c'est à peu près autour dans l'ordre de 40% qui est explicable par le vieillissement de la population. Le restant, les hypothèses, on voit plusieurs types d'incapacités qui ont connu une hausse. Chez les adultes, on a 4 types d'incapacités qui ont connu une hausse notable. C'est la mobilité, l'agilité, la douleur et l'apprentissage, madame. Parce que madame parlait tantôt de l'apprentissage. Donc, il y a ça qui a augmenté. Les autres n'ont pas augmenté chez les adultes de façon significative. Chez les enfants, presque tous les types d'incapacités ont augmenté. Sauf la mobilité. Mais la mobilité, ça touche, chez les enfants, ça ne touche pas beaucoup. Ça touche pas beaucoup. L'autre facteur aussi qu'on observe chez les adultes, et c'est le dernier point que j'avais mis ici sur ma diapo, c'est une hausse plus importante des incapacités les moins graves. On peut se demander, on voit que ça augmente au Québec, mais même si on augmente au Québec, c'est les incapacités les moins graves qui augmentent. Puis on sait que peut-être les Québécois en déclarent moins que le reste du Canada. Donc, est-ce qu'on serait en train de faire une certaine forme de rattrapage? Mais ils ont augmenté, mais eux aussi ont augmenté, par exemple. Eux Donc, aussi ont augmenté. Oui. mais c'est la dimension culturelle dans ce que vous avez mentionné, effectivement, qui peut nous faire penser qu'il y a peut-être d'autres aspects qui affectent la proportion qui vont être déclarées, donc qui peuvent bouger dans... Statistique Canada, dans leurs analyses de l'interprétation de la hausse, disent une phrase que j'ai citée et eux en viennent à la conclusion que peut-être qu'avec le temps, la population serait plus encline à reconnaître une incapacité et qu'il y aurait une plus grande acceptation sociale de l'incapacité. Bon, c'est une interprétation, puis on peut penser que ça s'applique autant au Québec qu'au reste du Canada. Peut-être que les personnes on en parle de plus en plus d'incapacité. Il y a de plus en plus de mesures d'accessibilité, de rampes d'accès dans les lieux publics, dans les transports en commun. Peut-être que les gens ont moins de réticence à dire qu'ils ont une incapacité qu'avant, à le reconnaître. C'est une hypothèse. Mon autre question portait sur le niveau de pauvreté chez les enfants avec incapacité, c'est-à-dire qu'on les retrouve plus souvent dans des familles avec des faibles revenus. Et on a vu avec vos statistiques sur l'impact sur l'emploi ou sur la réduction du nombre d'heures de travail, même les séparations, les divorces, qu'on peut comprendre une partie de ça. Et à ce moment-là, la direction de l'association, c'est que le fait d'avoir un enfant avec incapacité a un impact sur le niveau socio-économique du ménage. Mais est-ce que ça explique tout ou est-ce qu'il y a certains types d'incapacités qu'on sait qu'on retrouve plus fréquemment dans des familles à plus faible revenu qu'il y a une association avec le niveau socio-économique de... Dans les données que je vous ai présentées, on n'a pas analysé ce phénomène-là, mais dans la littérature, c'est assez connu, disons, mais on n'a pas dans l'enquête, on n'a pas regardé ça. Dans la littérature, on parle en fait d'une relation qui va dans les deux sens. C'est qu'il y a une partie, il y a, comme on l'a vu, au niveau de l'emploi, ça défavorise certainement les familles avec incapacité, le fait que la mère, on l'a vu, va réduire ses heures de travail, etc. Ça c'est un sens qui est documenté par nos résultats. Par contre, dans la littérature, c'est assez documenté que
certains types d'incapacités, effectivement, seraient plus fréquents dans les populations moins favorisées et que les taux d'incapacité seraient plus élevés chez les personnes moins scolarisées et à faible revenu. Donc, la causalité pourrait aller dans l'autre sens, mais on n'a pas de résultats ici pour appuyer ça. Pour trouver la différence, ce serait pas mieux de demander le revenu de la mère et le revenu du père plutôt que de demander un revenu familial où un est obligé d'arrêter de travailler et ça diminue le revenu familial. Si c'était comme séparer et voir l'effet de un et l'autre par rapport au total. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Nous, ce qu'on a regardé, c'est le revenu total du ménage. Ça pourrait être intéressant de regarder les revenus personnels. Je doute qu'on arrive à une conclusion différente. Faire du pouce sur l'idée de Joanne, le niveau de scolarité de la mère, parce qu'on le sait qu'au niveau de scolarité de la mère, ça a beaucoup d'influence après ça sur les enfants. Donc, enlever le revenu, mais regarder le niveau de scolarité de la mère, ça serait peut-être aussi une piste. Là. Oui, ça serait intéressant. J'ai fait il y a plusieurs années, on a fait il y a plusieurs années une analyse sur les familles d'enfants avec incapacité. Puis je pense qu'on avait regardé ça. Je vous avoue que je me souviens plus je me souviens plus des résultats, mais je vous avoue que je me souviens plus des résultats. On avait fait cette analyse-là avec les données de l'enquête de 1998. Ça date un peu, là. Vous comprendrez pourquoi je me souviens plus des résultats. Mais c'est sûrement associé. Les revenus et la scolarité, c'est sûrement associé. D'autres questions à Montréal? Je voudrais juste savoir si vous avez déjà des données qui portent sur incapacité et l'insertion au niveau scolaire ou au niveau professionnel. Est-ce qu'il y a des études qui ont déjà été faites qu'on pourrait croiser les résultats? Sur des études qui se compareraient à celles-là? Ben, sur les populations en incapacité et l'intégration au travail ou l'intégration à l'école. D'autres études que celle-ci? Parce que là, vous parlez d'autres études sur différents thèmes. Malheureusement. Non. Non, avec la variété de thématiques qu'on avait à couvrir dans cette enquête-là, on n'a pas fait de revue de littérature exhaustive là, pour chacun des sujets. On s'est contenté de... Par contre, dans vos données, est-ce que vous avez chez les 15-65 ans combien, bon, vous avez au travail, mais là, je viens de penser, est-ce que vous en avez des chiffres sur combien sont aux études? Oui, oui. OK. Oui. Oui, il y a un chapitre, ça fait partie des sujets que je n'ai pas abordés. Je ne sais pas si je peux vous trouver des chiffres rapidement. Là. On regardait dans le rapport par groupe d'âge, chez les 15-64 ans, par groupe d'âge, ceux qui sont aux études et l'impact qu'a eu l'incapacité sur leur scolarisation et aussi les besoins qu'ils ont de différents aménagements pour pouvoir aller aux études. De mémoire, je ne me souviens pas des chiffres, je pourrais vous les retrouver. C'est surtout chez les, si ma mémoire est bonne, chez les 15-34 ans qu'on a des gens aux études, on peut comprendre. Il y a très peu de personnes aux études en haut de cet âge-là, puis ça tourne autour de 30% de mémoire. Et de mémoire, je vous dirais que c'est autour de 70% des personnes de 15 à 64 ans qui considèrent que leur incapacité a eu un impact sur leur parcours scolaire. Je vous invite à consulter le rapport. Pour ceux comme la dame qui m'a posé une question sur la gravité, sur la hausse, ceux qui ont des questions plus pointues pour lesquelles je n'ai pas de mémoire et que je ne me souviens pas des chiffres précis, vous pouvez toujours m'appeler ou m'écrire par courriel. Je pourrais vous fournir des résultats peut-être plus pointus ou si vous ne les trouvez pas dans le rapport.
Il y a d'autres questions ici ou à Québec? Ben, sinon, il me reste à remercier notre conférencière aujourd'hui, donc Jocelyne Caméra. Merci beaucoup. Et la présentation va être disponible donc sur notre site. Donc, vous pourrez revoir la présentation et voir également le PowerPoint en même temps. Donc, merci à tout le monde. Bonne fin de semaine.